Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Contrôle Pass. Aujourd'hui, on va évoquer une question que tous les Ivoiriens se posent et le monde aussi du football se pose. La question est la suivante. Pourquoi est-ce que la génération dorée n'a pas remporté au moins une seule Coupe du Monde? Donc, pour copiloter ce débat, j'ai en ma présence M. Eric Oula, qui est journaliste et qui est chef du média digital VIF, qui s'appelle VIF, qui parle de musique, de culture, de sport. Et aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Monsieur Alex Kipré, qui est écrivain journaliste et qui est professeur de lettres et qui est aussi auteur du livre Les secrets de l'Académie. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Bonjour, bonjour Stéphane. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Ça va, Ben, merci. ça va très bien. On va saluer notre hôte, parce que toi et moi, on a l'habitude d'être sur nos médias respectifs. On va saluer notre hôte, monsieur Michel Alès-Kipri. Bonjour à vous, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va bien, monsieur Ima. C'est un plaisir et doublé d'un honneur de vous recevoir, toi, sur ce plateau. On va entrer de plein pied dans le sujet. Stéphane, tu vas lancer le premier sujet, puis on y va. Oui, déjà, je suis très honoré de l'avoir parce que je sais qu'il est dans les secrets des dieux et aujourd'hui, on va avoir de l'exclu. J'espère. J'espère. Ok, donc on va échelonner ce sujet-là en plusieurs chapitres. Donc le premier chapitre, c'est la vision de la Fédération ivoirienne de football. Donc pour situer un peu le débat, on va commencer par la... Est-ce que déjà cette fédération-là avait déjà un plan pour cette génération-là? Ma première question, c'est celle-là. Est-ce que déjà cette fédération-là avait déjà un plan pour, disons, pour cette génération-là? Donc, on rappelle que autant c'était Monsieur Ousseynou Dieng qui a présidé cette fédération-là de 90 à 2002, après Jacques Anoma de 2002 à 2011 et enfin feu Augustin Sidi Diallo de 2011 à 2020. Donc, déjà, est-ce que au temps de Ousseynou Dieng, ils avaient écho qu'il y avait des petits garçons qui se préparaient, qui allaient être le devenir de cette fédération-là? Euh, il commence Eric ou j'y vais? Tout de Bon, go, j'y vais? bon, Oui, très oui, rapidement. oui, allez-y, monsieur, allez-y, monsieur. Bon, très rapidement, je me permets de prendre la parole. Je vais juste situer un peu le contexte. Bon, l'Académie Moussifcom, bien entendu, c'est cette académie de football qui était au sein de la SEC. Et donc, où Monsieur Alex Kipré, notre invité, était instructeur, on va dire professeur en psychopédagogie auprès de ces académiciens. Il les a vus grandir, il les a formés en l'occurrence. Et donc, la première question de Stéphane, si je peux la renchérir, il s'agit de savoir est-ce que euh, euh, concomitamment la fédération et la SEC en griffe ou bien l'académie travaillaient vraiment en symbiose, quels étaient véritablement, on va dire, les programmes ou le programme qui était prévu pour ces éléphants. On sait, si on n'a pas cru le livre Les secrets de l'Académie dont vous êtes l'auteur, on sait que il y avait une équipe olympique qui s'appelait Ivoire Olympique qui était à 90%, on va dire, constituée des académiciens, qui a constitué en tout cas cette ossature-là. Après, je pense qu'on va en parler par rapport à cette expérience olympique. Donc, la question de Stéphane en substance, c'était de savoir quels étaient ou quel était le plan concomitant qu'il y avait entre la fédération, la SEC et l'académie par rapport à cette génération. Je pense être plus efficace si je fais une petite genèse pour qu'on Oui, comprenne allez-y, bien les allez-y. conditions dans lesquelles se crée cette académie qui va après travailler peut-être de concert ou dans un caractère assez différents dans des différents, donc dans des conflits avec la fédération. Je pense D'accord. que cela, je suis obligé de faire la genèse. Pour que Allez-y. l'académie naisse, il faut que la SEC ait une défaillance. Il s'agit de quoi? Le président de la SEC de l'époque, puisqu'on doit faire un peu d'historicité, s'appelle Roger Wognier, qui est là depuis un moment, depuis 1989, et c'est l'ère de Philippe Troussier. Philippe Troussier, c'est l'entraîneur de l'époque de la SEC. Et Philippe Troussier, si vous voulez, il gave un peu ses athlètes en les poussant à des résultats via des fois des émoluments qui sont pris ça et là. Ça ne peut pas se faire sans envers fâcheux, sans négativité. Ça signifie que, pour faire plus simple, quand Philippe Troussier a besoin que son attaque marque un but, par exemple, il galvanise les joueurs, il les motive en leur disant si tu marques un but, je te donne 100 000, tu marques un but, je te donne 200 000, 300 000. Cela ne se fait pas en respectant la trésorerie. Donc,
à la longue, il commence à avoir une sorte de déficit financier au sein de la SEC. La SEC a des résultats sportifs, mais la comptabilité ne suit pas. Parce que les primes annexes qui vont booster les joueurs, des dopants psychologiques se font au mépris de la trésorerie, au mépris donc des règles de gestion. Ça se fait de façon émotive. L'entraîneur veut gagner un match. Celui qui marque un but, je lui donne 300 000 ou je lui donne 500 000. L'argent se part. Mais comment est-ce qu'on vous fait tout puisque c'est fait de façon un peu émotionnelle? Et c'est cette répétition de gestion un peu émotive qui entraîne un petit trou au sein de l'ASEC. Jean-Marc Guillou, qui est à l'époque en, en Europe, qui est à l'époque en France, est réputé pour pouvoir redresser les comptes des clubs. Il a fait à Cannes, il a fait un peu partout, parce qu'il est très rigoureux, j'ai failli dire même avant s'il est mort. On le fait venir, parce que Roger le connaît pour sa gestion, Roger le fait venir en disant, Roger William s'entend, en disant, tu viens à la SEC, j'ai des petits trous, est-ce que tu peux aider à cela? Ce sont des amis. Je crois qu'à l'époque, il y avait un déficit de 200 ou 300 millions, je crois. Jean-Marc arrive, pourquoi il arrive? Parce qu'il connaît un peu la SEC. Pour avoir fait partir Youssouf Fofana quelques années avant à la SEC, en étant un peu une sorte d'agent de joueur. Donc, il connaît la SEC. Il arrive, il conditionnalise son travail de gestion, de redressement des comptes de la SEC par une forme de création d'une petite entreprise, c'est laquelle. Il veut former des joueurs lui-même à l'image de Palikou Fofana, des joueurs qui savent jouer, des joueurs bruts. Il se dit, il va en former 2, 3 ou 4, 5 comme ça et les faire partir pendant qu'il s'occupe de la gestion des comptes de la SEC. C'est comme ça qu'il arrive et il s'assoit pour dire, bon, ok, je gère tes comptes, il n'y a pas de problème, mais permets-moi, entre-temps, de pouvoir asseoir, ce n'est pas une académie, asseoir un petit business. Je vais créer des joueurs, ça et là, que je vais prendre, et je vais les former pendant que je fais la gestion. Voilà comment ça se passe. J'ai besoin de cette jeunesse pour dire quoi? Jusque-là, vous ne voyez pas apparaître la fibre. C'est deux amis qui se parlent. Donc la création ne se fait pas en prenant les attaches, en s'attelant. La collaboration de la fédération, et vous l'avez précisé tout à l'heure dans votre propos, qui a à l'époque présidé par Djengou Seni. Deux amis donc décident de passer un deal. Ça se fait à l'oral, ça, on n'écrit pas. C'est des choses, bon, bien, aide-moi à faire le film de 300 millions. Jean-Marc arrive, il prend des mesures drastiques, il commence par supprimer. Il y a deux journaux, il supprime un, il dit, tu ne peux pas faire deux journaux. Tu fais un hebdo, tu fais un quotidien, tu fais tout. Comment tu fais pour payer tant de journalistes? Non, vas-y avec un seul support, puisque c'est un seul club. Donc, il commence par faire un support. Ce support-là, donc, il supprime un autre, donc ça fait si vous voulez, il élague un peu le personnel. Ça fait un peu de budget économisé qui naît sur lui et il se met à fabriquer son centre de formation. Au départ, ce n'est pas un centre de formation, je dois le préciser. Il a envie de fabriquer des Youssouf Fofana à la peine. Donc, des joueurs qui seraient de préférence des attaquants qu'il pourrait céder dans des clubs français ou ailleurs, étant entendu qu'il connaît maintenant le circuit à partir de ce que Youssouf Fofana a fait. Il arrive, il le fait, il commence à construire un, deux, trois joueurs, il les met ensemble au départ, il passe dans la ville. Pendant ce temps, il redresse vraiment le compte, il demande que les primes soient fixées à l'avance. Il n'y a plus question de dire, voilà, tu marques un but, tu me fais cela. Donc déjà, je crois que là, cette époque, pardon, Philippe Roussier s'en va. Donc, le côté magique de la SEC cesse. Il a soit une équipe un peu, je vais dire, basée sur une sorte de rigueur. Il n'y a plus les, je ne vais pas appeler ça caprice, mais il n'y a plus le grand bon vouloir de Philippe Troussier. Désormais, c'est un club où on ne prend pas de l'argent comme ça, on peut faire des avances sur salaire, ce n'est pas le président qui donne de l'argent comme ça aux joueurs, comme il veut. Donc il y a une rigueur qui s'installe, qui fait vraiment des économies, et le club commence à marcher. Les quarts, ils arrivent à voir comment il faut, est-ce qu'il faut deux, trois quarts, est-ce qu'il ne faut pas voir, faire des zones où les joueurs ont fait le ramassage, bref, il a fait une gestion qui est correcte. Pendant ce temps, il fait le tour, et là, on est en 93, fin 93, début 94,
il fait le tour des cités d'Abidjan où il sait qu'on peut trouver des joueurs. Comment ça se fait? Au départ, ils veulent faire, il dit à Roger, moi je veux monter un petit truc. Roger dit, vas-y. Roger fabrique, donc, parce que Jean-Marc est là, il vient avec un livre, Jean-Marc, qu'on appelle Point fini avec les scandales dans le foot. Ce livre, il fait la dédicace. À la faveur de cette dédicace, il part chez Roger ou est invité à manger un ami à moi qui s'appelle Lambert Amoy William, qui est décédé aujourd'hui, paix à son âme. C'est l'occasion d'avoir une pensée pour lui. Lambert savait faire de la choucroute. Il fait de la choucroute. Mais quand Jean-Marc goûte à la choucroute, il est un peu étonné. Il s'est dit, mais c'est quoi ce plat? C'est une choucroute, c'est fait ici. On dit, oui, voici celui qui a fait. Il est présent, mais Lambert, c'est un dévoreur de foot. Lambert lui parle de Jean-Marc à Jean-Marc, et Jean-Marc est dépassé par tous les détails que cet amoureux de foot c'est. Ils deviennent amis, et c'est avec lui qu'il commence à faire le tour pour recruter les joueurs. La fédération n'a jusqu'à présent pas là. Il recrute 8 joueurs. Et pendant qu'il les fait jouer tout ça, je crois qu'il y a Marco Zézé, il y a Amoy Jackie, bref, les talentueux là qui commencent. Et Lambert lui dit à Jean-Marc, écoute, tout ce qu'on le fait, mais je pense qu'il faut aller dans quelque chose de plus formel. Parce que qu'est-ce qu'ils constatent? C'est que pendant qu'ils finissent de faire le jeu, quand les joueurs se reposent, ils reviennent, ils n'ont plus rien à faire. Ils s'ennuient un peu. Et puis, ils constatent qu'ils ne sont pas très bons en élocution, en français. Ils se voient parce que c'est des enfants chez qui arrive plus souvent le malheur que le bonheur. Ils sont issus de quartiers difficiles. Ils s'expriment un peu difficilement. Donc, comme il s'exprime de cette façon-là, il a dit non, il vous faut un prof, il vous faut quelqu'un pour vous amener à vous éduquer et tout ça. C'est comme ça que Lambert pense à moi et il me fait venir. Et quand j'arrive, moi, je ne viens pas pour faire du français, je viens pour établir. Parce que moi, je n'ai jamais cru en l'instruction, j'ai toujours cru en l'éducation, quel que soit l'homme. Je dis, moi, je n'ai pas besoin de les instruire en français, je vais les éduquer. Donc, partir pour faire quelque chose en français, je vais sur maintenant de l'anglais, sur de la musique, surtout, on fait un peu de tout. Donc, c'est pour ça qu'il me parle de professeur pluridisciplinaire et psychopédagogique. Parce que je vais bien au-delà de ma mission. J'ai toujours cru en ça. Quand tu as quelque chose à faire, fais mieux que ce qu'on t'a demandé de faire. Donc, j'assois un programme scolaire. C'est comme ça qu'on pense à fabriquer, en fait, une idée de sport-études. Ce n'était pas ça le projet au début. C'est la dimension psychologique éducative qu'on a assignée qui fait qu'on pense à un club. Au départ, le nom du club, on s'est dit, mais c'est pour apprendre le foot. Ça va être le conservatoire. Le premier nom qu'on donne à l'académie, c'est le conservatoire. Après, Didier, qui est un prof, il dit non, parce que le conservatoire, on vient apprendre. Mais ces joueurs, ils savent déjà jouer. Ils jouent comme des vieux. Ils sont petits, ils sont ici. Donc, c'est plutôt une académie. C'est comme ça que vient le nom académie. Mimosy comme étant le sponsor. Jusque-là encore, il n'y a pas la fédération. La fédération n'existe pas et on commence à bien travailler. On travaille et ça se passe très, très bien. Je vais vous épargner tout cela, tous les débuts. On passe dans les quartiers, on ramasse les enfants, on est à 8. Vous Après, à l'évoquez dans 8, le on livre, prend. hein. Vous l'évoquez très Oui, bien oui, dans le dans le livre. livre. Bon, c'est Oui. l'occasion de pousser, c'est l'occasion d'emmener les gens aussi à acheter le livre, hein, pour le lire, hein. Ouais, il faut qu'il le lise. C'est pas parce que je l'ai écrit, mais je pense que je ne l'ai pas écrit pour moi. Je l'ai écrit avec moi, comme acteur. Je ne l'ai pas écrit pour les autres, je l'ai écrit avec les autres. Donc, c'est la nuance, ça. C'est un livre qui est collectif. Il est pour nous tous. Il veut s'inscrire dans une sorte de mémoire parce que ça permet d'aider. Dans ce livre, tout ce que j'ai dit, c'est expliqué. Mais comme les gens aiment lire très peu ou ils lisent assez mal, ils ne savent pas tout cela. Ce n'est pas un secret tout ce que je dis. Donc, on continue et on arrive maintenant on voit il fallait que les enfants s'opposent. Donc, il faut beaucoup plus que huit enfants. Ah, peut-être qu'il faut des défenseurs. Ah, peut-être qu'il faut des gardiens de but. Parce que quand on tourne, on raconte des gens au profil différent. On part sur la base de ceux qui savent jouer. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'a pas formé des joueurs. On les révèle et maintenant on les prend, on les inscrit. Jusque-là, la fédération n'existe pas. Parce que moi, j'ai envie de scolariser les enfants. Je veux qu'ils fassent un peu PC et tout ça. Je veux qu'ils soient bons. Et c'est là qu'on voit qu'on est coupé du système. On commence à gagner des matchs. On commence même à gagner la SEC. Là, je vous projette.
4, 5 ans après la formation. Mais jusque-là, on n'est pas encore en lien avec la fédération. Mais on est juste des enfants qui jouent dans le centre de formation de la SEC. Même ça encore, ce n'est pas notifié juridiquement. La fédération n'est pas encore là. Je vais vous dire pourquoi la fédération n'est pas là encore. Bien que nous, on a assis là un matin, il nous envoie son fils. Parce qu'on avait commencé déjà à faire des exploits, faire exploser n'importe qui. On battait régulièrement la SEC. La SEC de Ben Badi, celle de Sekou Bamba, celle de Serge Magui, des meilleurs joueurs de Côte d'Ivoire, des champions de Côte d'Ivoire. Les enfants qui avaient 4, 5, 6 ans, des fois 8 ans de différence, ils les battaient régulièrement. Ils avaient 15 ans quand ils battaient les Ben Badi, ils battaient les Akakwame. On vient, on bat le stade, on bat tous ces gens et Dieng nous envoie une grande voiture dans laquelle est son fils. L'enfant descend de la voiture, on attend tous, on est en train de travailler. Il vient avec ses pompes, il remodit là-dessus comme un astronaute ou un basketteur. Il vient faire du foot avec des chaussures de basket. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieng dit oui, voilà, il veut que son fils soit dans le centre de formation. Ça doit vous éclairer. Parce que c'est la fédération qui doit veiller ou alors penser à l'enrichissement des centres de formation pour qu'on puisse avoir, si vous voulez, de fournitures de clubs. Il faut que les centres de formation fournissent un joueur de talent et que ces clubs-là fournissent les équipes et que ces clubs-là s'affrontent parce que la fédération, si vous voulez, c'est la mère des équipes. Mais le président de la fédération envoie son enfant dans un club de formation qui n'est même pas encore reconnu pour que nous puissions le recruter. On voit l'enfant, il n'a pas le niveau, il ne s'est même pas fait une passe, il a juste envie de jouer, et puis ça s'arrête à ça. Je ne pense même pas qu'il a envie, il a envie de s'amuser. Le foot ne lui dit rien. C'est un enfant épanoui. Soit dit en passant, j'ai rien contre ou pour la galère, mais avoir faim, être dans le besoin, vouloir choisir le foot comme moyen de réussite sociale fait partie des arguments d'un futur champion. Mais quelqu'un qui a déjà son café, ses croissants, son climatiseur, il ne peut pas croire que le foot va le livrer. Il va utiliser le foot comme divertissement. C'était le cas du fils de Dieng, père son âme à Dieng. Et cet enfant-là arrive, on le prend pas. Mais nous sommes en Afrique, dans n'importe quel pays d'Afrique. Je défie n'importe quel pays. Le président de la fédération arrive, il donne son fils, on le prend. On le prend pour jouer, pourquoi? Parce que c'est le président de la fédération. Mais nous, on était déjà dans la bonne gouvernance, ce que vous appelez la haute autorité de gouvernance. Nous, déjà, à l'académie, tu ne rentrais pas comme ça. Le patron, c'était Jean-Marc Guillou, et ça ne suffisait pas. Son aval ne suffisait pas pour que tu rentres, parce qu'il prenait l'avis des coachs, des professeurs, des éducateurs. Bien sûr, sa voix était prépondérante, mais dès qu'on émettait des réserves, si on argumentait, l'enfant ne pouvait pas rentrer. Et là, à l'unanimité, on a dit non, il ne sait pas jouer. Il a son père qui est président de la fédération. Il pourrait faire autre chose, basket, mais pas le foot. Parce qu'il a mal nulle part. Il n'a pas envie. Il ne peut pas. Les enfants qui jouent que vous voyez, c'est des enfants qui se sont blessés au moins 3 fois avant d'aller dans un centre de formation. Ils ont déjà eu des orteils qui se sont gâtés, ils ont déjà eu une petite fracture, une entorse. Ils n'avaient rien de tout ça. Ils ne pouvaient pas jouer. Donc, c'est pour vous dire le manque de lien qu'on a avec la fédération. On a refusé l'enfant de. Donc, on n'a pas du tout de lien. Il n'y a jamais eu un encouragement même pour dire, allez-y, on vous suit derrière. Non, il y a eu de l'admiration des spectateurs et ils ne croyaient pas du tout. La preuve qu'ils ne croyaient pas, eux, ils sont loin de la fédération. Je me compte vérité parce qu'il y a 2 jours avant, ils disaient non, on ne peut pas gagner. Voilà un peu pour vous dire quel type de rapport on avait avec la fédération jusqu'à 99. Donc pendant 5 ans de formation, on n'a pas eu d'accompagnement, on a eu juste de l'admiration. Et le soir du 7 février, c'était une sorte de magie. C'était pas réel. C'était surréaliste. Des enfants de 15, 17, 18 ans qui battent les champions d'Afrique. Voilà un peu le type d'affaire. On n'a pas eu de bénéfice du tout. Alors là, pas du tout du couvert de D'accord. la fédération. Moi, Pas d'abord. je voudrais essayer de recentrer un peu la question. Je pense qu'en tout cas, merci pour cette jeunesse. Ça sera très édifiant pour, pour la communauté, pour ne pas dire pour les abonnés de Contrôle Pass et pour tous ceux que nous suivrons. Je voudrais très rapidement, à quel moment la fédération intervient pour effectivement implémenter cette action qui consiste à faire de cette équipe IVA olympique? Oh, ça, c'est des éléments administratifs.
Lorsqu'on commence à gagner véritablement les matchs, on est champion d'Afrique, Super Coupe, il faut aller aux Jeux Olympiques. À ce moment-là, on se dit, mais ces enfants, ils sont bons. En plus, ils ont l'âge qu'il faut, ils ne sont pas âgés. On ajoute juste Kalou Benaboutu, qui est déjà à la SEC, deux, trois joueurs qui sont un peu plus âgés pour donner un peu de force à l'attaque de la SEC. Euh, Jean-Marc est nommé S'il parce vous qu'il plaît, a fait là, ses preuves. s'il vous plaît, là, on est en quelle année? On va chercher dans les 2000, les Jeux Olympiques, je ne sais pas si c'était 2000, On est en 2002, je ne 2000. sais plus. On est en 2000. Les On a, éliminatoires, on c'est est en en 2000. 2000. En 2000, Voilà, oui. parce on est déjà vainqueur de la Coupe, on est super Coupe, et c'est ces joueurs-là qui sont passés à Toulon, notamment les maestros au tournoi de Toulon, je pense en 2000, qui ont fait Mhm. tellement sensation que déjà là-bas, les gens ont besoin de 5 6 joueurs. Mais on ne les fait pas partir. On va monter les enchères en partant aux Jeux Olympiques. Donc, on prépare les éliminatoires, on rajoute à ce jeu pour donner de la force à l'attaque, puisqu'elle n'est composée que des Zézé Baki, qui sont Baki 1m63, Zézé 1m70, Aruna. C'est pas des gens grands. C'est comme ça qu'on cherche à prendre quelques joueurs extra-académiques qui viennent remplir. Et là, on rentre dans l'administration. Donc, il faut ajouter ces joueurs-là. On crée donc, via la SEC qui est championne, qui est super championne d'Afrique et tout ça, une sorte de régie, bon là, c'est pas trop suivi, mais une régie olympique, en réalité, qui prend en compte les joueurs de l'académie et quelques autres joueurs pour pouvoir aller aux Jeux. C'est là que la fédération, je sais pas par quelle autre magie, je sais pas trop par quelle magie, arrive à collaborer avec cette équipe olympique qui est créée et dont Jean-Marc est le directeur. Voilà l'année 2000-2001 où il y a vraiment cette implication. Mais ce n'est pas une implication, il faut que je le précise, ils soient actifs. Ils ne disent pas faites comme ça, faites comme ça. Ils donnent juste, oui, faites ça. Nous, on regarde. C'était ça. Peut-être qu'ils devaient chercher un peu les fonds, les moyens pour pouvoir, peut-être qu'ils existaient déjà via le ministère, via le trésor ivoirien, bref. Mais c'était pas dans la partie technique. La partie technique appartenait à Jean-Marc Guillou. Parce que il était le coach. C'est lui qui faisait les recensements, les recrutements et tout ça. Pour Ivoire Olympique, qui était une D'accord, équipe. très rapidement, je parle sur votre contrôle, hein, Monsieur Kipré. Si ma mémoire est bonne, quand j'ai parcouru le livre concernant l'épisode d'Ivoire olympique, vous dites à demi-mot que vous avez été partiellement écarté de véritablement la gestion de cette équipe. Pourtant, là, vous nous dites, effectivement, c'est dans le livre, que Jean-Marc Guillou est à la tête de cette équipe-là. Est-ce que vous participez, vous, les encadreurs, c'est-à-dire Samy, Lambert, Carlos et autres, est-ce que vous participez à cette aventure véritablement avec Jean-Marc Guillou? Je parle de l'aventure Ivoire olympique. Ça ressemble exactement quand vous faites un mariage, une famille recomposée. Quand vous divorcez avec une première femme, que vous arrivez dans une famille, sachez que l'autre femme, même si elle vous aime, même si elle dit aimer vos enfants, il va avoir une sorte de petite différence. Petite différence parce que vous n'êtes pas la même matrice. Les enfants sont nés avec des valeurs, des principes. Voici des enfants qui apprenaient à jouer du piano. Voici des enfants qui partaient à des spectacles. Ça n'a rien à voir avec le foot. Par rapport à Blaise Traoré, par rapport à Sekou Bamba, par rapport à tous ces gens qui étaient des stars. Quelqu'un qui a un enfant, qui est plus que ton petit frère, ne peut pas venir. Déjà dans le car, il était victime de discrimination. Lorsqu'il montait dans le car avant 99, on disait que ce pas faire. Ils avaient des livres en main. Donc, il y avait quelque chose qui ne matchait pas, ça n'allait pas. On n'a même pas entendu Ivoire olympique. Déjà, au sein de la SEC, les académiciens, donc les petits joueurs, je veux dire des juniors, ce n'est pas des juniors, mais les joueurs de l'académie, ne s'entendaient pas avec la SEC. Les encadreurs de la SEC avaient d'autres principes. La spiritualité qu'on ne partageait pas, le foot talent pur qu'on ne partageait pas. Nous, on estimait que le talent pouvait s'accompagner. Vous pouvez vous étendre un peu sur cette question, ça m'intéresse. La spiritualité que la secte ne partageait pas avec l'académie, qu'est-ce que ça sous-entend? Euh, la SEC avait des pratiques antérieures. C'est des pratiques depuis les années 50, 60, qui fait qu'il y a des dopants psychologiques pour accompagner les joueurs pour qu'ils gagnent des matchs. Donc, on ne pouvait pas arriver nous dire là que oui, ça n'existe pas dans le foot. À partir du moment où des Brésiliens, même les Nigériens, tous les gens jouent avec des accompagnateurs psychologiques. Pas nous. On venait, on laissait juste le foot s'exprimer. Aujourd'hui, avec le recul, je vois que ce n'était pas un choix forcément pertinent de notre part.
parce que c'est couper le foot africain de son entité, de l'une de ses forces. Nous avions, parce que accompagné par un Français, donc je vais dire un athée, c'est comme ça qu'ils sont, nous avions donc une façon de gérer une laïcité qui était trop accrue et qui n'a pas servi forcément les premiers instants, puisque au sein de l'académie, il y avait à la fois des musulmans, des enfants qui étaient un peu pour le fétiche, des petits chrétiens, des protestants qui n'ont rien à voir avec les catholiques, qui n'ont rien à voir avec les baptistes. Bref, tout ce monde-là était ensemble. Donc la laïcité était à la fête, il y avait des préparateurs psychologiques, des dopeurs psychologiques. Donc, on avait ces petits conflits-là. Et nous, par exemple, à l'académie, on ne faisait pas une anti-fixation de l'Africa. L'Africa n'était pas notre rival. Ils ont essayé qu'on hérite de l'Africa comme rival. Non. Nous, notre rival, c'était nos paresses, nos démons intérieurs, nos faiblesses. C'est cela qu'on combattait. Tu nous mets n'importe qui, même le Barça, à l'époque, on aurait joué. Parce que nous, on n'était pas euh, fétichistes. Non, voici l'Africa, on va avoir son nom. Tu nous mets une équipe, on regarde son système, on réagit. Même le Barça. Après, on a battu le Brésil plusieurs fois. On a battu le Brésil là, 6-2. On a battu le Nigeria, on a battu plein d'équipes. Donc, on n'était plus accroché au nom. Oui, on va jouer contre la SEC. Non, non, nous, n'importe qui on battait. N'importe qui on battait. Donc, le fétiche n'avait pas sa place. Le seul Dieu qu'on avait, c'était le travail. Le seul Dieu qu'on avait, c'était le travail. Donc, on n'était pas pareil. On était trop différents dans la spiritualité. Pourquoi j'ai évoqué l'Africain? Parce qu'à la SEC, il ne fallait pas, par exemple, porter des maillots verts ou rouges. Ça va jusque-là. Je vous ai raconté une anecdote que dans le livre, j'achète une glacière de La, retour d'un glace- la tournoi. glacière rouge. J'achète une glacière rouge ou verte, je ne sais plus, mais je n'ai pas fait exprès. Moi, j'ai vu une glacière bon marché, je l'achète au Ghana ou au Togo. Et quand je rentre là, que je rentre l'enceinte, dans l'antre de la fête, mais la glacière fait demi-tour. Elle n'a pas le droit de rentrer. Pourquoi? Parce que le couleur vert rouge. Mais c'est bon, hein, c'est bon enfant. Ça existe au Real, ça existe au Barça, ça existe à Liverpool, ça existe. Donc, il ne faut pas non plus que je fasse croire que les derbies, non, 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 non. Ça, c'est de la psychologie, ça existe dans le foot. Même les Lakers au basket, un peu partout, ça existe. Mais c'est pour vous dire que nous étions vraiment dans le foot pur et dur, dans la technique, dans le jeu. Donc, on ne considérait pas ces aspects seconds-là, qui étaient à la fois seconds et secondaires pour nous. Voilà. Donc, on avait trop de différences, ce qui a fait que la confrontation, les problèmes qu'on a eu au sein de la SEC pour intégrer vraiment la SEC, on a eu les mêmes problèmes parce que quand on classait les joueurs du niveau olympique, les gens pensaient qu'on faisait du favoritisme aux joueurs de la SEC, alors que ce n'était pas ça. Ils étaient plus forts. Ils étaient plus forts, mais les gens estimaient que non seulement ils étaient plus forts, mais ils travaillaient ensemble depuis. Donc, ils avaient des automatismes que quelqu'un qui venait ne pouvait pas comprendre. Même Didier Drogba, il serait venu à l'époque, là, il aurait eu des problèmes. Il aurait eu des problèmes. Pourquoi est-ce que ça s'est passé? Vous allez me poser la question, je réponds vite avant que vous posiez. Pourquoi est-ce qu'en équipe nationale, ça se passe différemment quand Didier Drogba arrive? Parce qu'en équipe nationale, les enfants ont fait le tour du monde, ils sont passés dans d'autres clubs, ils ont appris à jouer un peu seuls. Donc, ils ne sont plus grégaires, ils peuvent intégrer facilement Drogba. Mais à l'époque, ils avaient des automatismes, des réflexes, des choses qui font que si quand tu viens de l'extérieur, ça se sent. Ça se sent. J'espère que je réponds aux questions. Il y a tellement de choses à dire Bon, que si, bon, si, voilà, si, des si, fois. bien sûr. Stéphane, tu veux intervenir, vas-y. Oui, oui. Donc, si j'ai bien compris ce que vous aviez dit tout à l'heure, donc jusqu'au projet Ivoire Olympique en 2000, il n'y a pas une réelle vision de la vie, genre de fait de ces enfants-là, de ces gamins-là, qui sont ultra compétents dès le bas âge de se dire on va aller chercher quelque chose, genre un mondial ou une Coupe du Monde à tel horizon. Si, ils se disent maintenant, puisqu'ils voient les résultats. Je vous ai dit, les enfants sont allés à Toulon. Ils ont fait sensation. C'est là-bas que se remarque Aruna, Zokora, tout ça, qui vont venir après euh, être transférés. Donc, ils sentent qu'il y a quelque chose. C'est plus d'histoire d'ASEC. C'est une histoire de gang dans des legs, des gens comme ça qui frappent, de Bastia qui frappent aux portes de l'académie. Habituellement, quand on finit une formation, on va chercher des recruteurs. Là, nous, on joue, les recruteurs viennent à nous, et ils attendent. Parce que Jean-Marc connaît bien comment faire monter les anciens. Il dit non, il n'est pas prêt, on attend encore un an. Donc, si tu le veux dans un an, fais des options ici. Il connaît bien le foot, monsieur. Donc, il sait faire monter les enchères.
Là, au niveau de la fédération, on sent que, il peut se passer quelque chose, donc il faut un peu plus attention, on coopère. Mais je dis, ce n'est pas le choix de la présidence de la fédération que de former un centre de formation ou quelque chose d'olympique qui va avoir des compétitions internationales. Non, c'est pas. C'est lorsqu'ils voient le potentiel international des joueurs formés sur place, ils se disent, on va accompagner. Ça coûte pas cher, ça coûte rien, ils sont déjà prêts, ils se connaissent déjà. On n'a même pas de casting à faire, non, non, on vient, on les met là, on les accompagne. Est-ce qu'il faut du combien de millions à la fédération ou quoi? Ils accompagnent, mais les millions, c'est pas pour la SEC. C'est juste pour faire le tournoi, je pense que c'est les chambres, c'est des choses comme ça, quoi, l'aspect logistique, je failli dire. Voilà. Euh, L'aventure olympique va s'achever malheureusement par un échec. Les académiciens du voile olympique ne se qualifieront pas pour les Jeux olympiques, je pense, d'Atlanta, ne se qualifieront pas. Quel sentiment vous gardez effectivement de cet échec, puisque dans le livre, vous l'évoquiez, il y a même un chapitre qui porte le nom Notre rêve confisqué, Sydney. Je pense que c'était voilà, c'était Sydney. Notre rêve confisqué. Donc, quel est le sentiment que vous gardez de cet échec-là? Mais très bon sentiment. Heureusement qu'on a échoué. Heureusement. C'est pour ça que je parle du rêve confisqué. Parce que moi, en tant qu'éducateur, Euh, les enfants, c'est vrai ils faisaient des passes, ils faisaient cela, ils s'entraînaient beaucoup, un contre un, deux contre deux, on fait des oppositions de terrain, ils travaillaient les degrés, c'est des exercices peu techniques, ils apprenaient un peu de tactique, ils travaillaient beaucoup, ils avaient commencé à faire un peu de physique, mais ce que nous, on a fait d'un point de vue éducationnel, c'est de les projeter à Sydney. Vous prenez n'importe quel académicien, sans être allé en Australie, ils connaissent tous l'Australie par cœur. Parce que c'est cela. On les a amenés à habiter l'espace tout en étant ici. Ils savaient quel métro prendre. Ils savaient tout ça. Ils étaient déjà, ils connaissaient la capitale. Ils connaissaient Sydney, ils connaissaient Canberra. Ils connaissaient tout. On a travaillé la géographie de l'Australie. On a travaillé l'histoire de l'Australie. Parce que quand tu veux faire jouer quelqu'un, il faut transporter la personne là-bas. Quand tu joues contre le Botswana, il faut que tu saches à quel type de peuple tu as affaire. Quand tu joues contre le Burkina, tu dois connaître la rivalité extra-footballistique de ces deux peuples.